Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, hop. Ok, nickel. Bon, il y a un décalage hein, entre le son et la vidéo et du coup le chat, hein, mais bon, on va faire avec. Bon, il y a un décalage hein, entre le son et la vidéo Alors, est-ce que vous avez des questions sur la première partie sur les végétaux? Alors, je viens juste de rendre compte d'une erreur. Hop, voilà. Pas de questions pour la partie 1? D'ailleurs, c'est le grand 3, du coup, c'est même pas le grand 2. Pardon. Hop. Pas de questions pour la partie 1? D'ailleurs, c'est le grand 3. Alors, je ne sais pas si vous me répondez, mais je vois plus de... Enfin, je vois les anciens messages, mais je vois pas de nouveaux messages qui apparaissent. Donc, est-ce que tous ceux qui sont inscrits dans le groupe WhatsApp enfin, est-ce que tous ceux de la classe en SVT sont inscrits sur le groupe WhatsApp? Parce qu'il n'y a que 12 personnes, alors peut-être qu'après les autres n'ont pas réussi à se connecter ou n'ont pas forcément le temps, j'en sais rien, mais... Ok. Est-ce que vous savez pourquoi... Mais avec le lien, ça, vous pouvez pas le trouver tout de suite? Je réponds à Aurélien. Hein.
Bon, du coup, je vais attendre un petit peu avant de commencer pour voir s'il y a d'autres personnes. Je sais pas qui manque. Ah, vous m'entendez mal. Est-ce que tout le monde, en attendant que tout le monde se connecte... Ah, ok. Bon, attendez, alors je vais enlever mon retour, mais c'était juste pour vérifier que les vidéos fonctionnent. Enfin, que le son passe. Est-ce que vous avez tous validé vos vœux sur Parcoursup? Jacques, il faut valider, hein. Faites gaffe parce que là, on est le 31. Ça va être saturé, hein, parce que avec tous les lycéens qui vont se connecter à la dernière minute, il faut vraiment que vous validiez aujourd'hui, hein. Ne prenez pas le risque. Imaginez si vous prenez le risque et que ça plante. Imaginez que vos vœux ne soient pas validés. Bah, vous perdez vos vœux, hein. Définitivement, il n'y aura plus aucun recours. Ça m'inquiète parce qu'il y a quand même beaucoup de presque, hein. Là, j'aimerais bien voir plein de oui. Bah oui, mais Jacques, il faut que tu le fasses, là. C'est déjà bien que tu aies les lettres, mais là, on est le 31 mars, donc il faut vraiment que... Enfin, là, après le cours, sauf si vous avez absolument un devoir à rendre pour dans l'heure qui suit, ou j'en sais rien, mais sinon, vous allez... Enfin, là, la priorité, c'est Parcoursup. Donc, vous allez mettre les lettres, et vous faites ce qu'il faut pour valider ce soir. C'est bon, il n'y a plus de retour? Bon, tout le monde n'est pas là, hein. Je vois qu'il y a 16 personnes sur le chat, dont moi du coup, puisque je suis aussi sur le chat. Donc ça veut dire qu'il manque 3 personnes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence? Ok. Alors, donc, on enchaîne avec la reproduction adaptée à une vie fixée. Donc, vous avez dû, normalement pour aujourd'hui, voir le TP3, donc l'organisation de la fleur. Donc, bon, vous n'avez pas pu faire la dissection, mais... ok.
Alix, j'ai vu. Donc, la dissection, elle est pas aux ECE, donc pas de panique. Après, ceux qui ont un jardin, ben, si vous avez en ce moment, il y a pas mal de fleurs hein, qui sortent. Regardez un petit peu les différences d'organisation, même si l'organisation globale reste la même, il y a toujours des petites différences entre les espèces. Donc je vous invite à, si vous ne savez pas trop quoi faire et si vous avez envie de sortir un peu dans le jardin, depuis hier, je vous ai mis le cours sur Moodle depuis plus longtemps, non? Ah, des problèmes de son. Est-ce que vous voulez essayer sur la classe virtuelle? Parce que là, enfin, au niveau du son, je sais pas trop comment régler pour pas que ça coupe, hein, parce que j'ai le casque là et je sais pas trop quoi faire d'autre. Non, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai mis en ligne, j'ai pas touché au cours. Alors peut-être que vous avez une notification sur Moodle, c'est parce que j'ai mis en ligne j'ai fait le QCM. Et du coup, ok, on reste sur YouTube. Oui, donc du coup, j'ai pas modifié le cours. Par contre, le QCM est en ligne, mais il sera ouvert à vous que à partir du 6 avril. Comme ça vous laisse encore le temps de bien réviser. Alors, on y va. Donc, la reproduction adaptée à la vie fixée. Donc, pour l'organisation de la fleur. Je vais reprendre le TP. Donc, déjà répondre à la première question avant de passer à la dissection. Donc, déterminer les fonctions de chaque verticille dans la reproduction sexuée de la plante. Quel peut être le rôle des nectaires. Donc, ici, vous avez dû voir hein, en préparant le TP. Ok, Stéphane, je viens de lire. Donc, un verticille, c'est une couronne, d'accord? Il y a 4 verticilles dans l'organisation d'une fleur. Et donc, le verticille externe, le plus externe, est constitué de sépales. Alors, on dit un sépale, hein, pas une. Donc, les sépales ont pour rôle plutôt de protection de la fleur. Ensuite, les pétales, donc pareil, on dit un pétale et pas une, même si ça paraît bizarre. Hein. Donc, c'est le verticille suivant. Donc là, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Donc le verticille suivant, ce sont les pétales. Et souvent, ce sont des pétales assez colorés et donc qui ont comme rôle plutôt d'attirer les insectes pollinisateurs. Et ensuite, donc, ces deux verticilles sont constitués d'organes stériles, d'accord, rien à voir, enfin, ce ne sont pas les organes reproducteurs à proprement parler. Et ensuite, le verticille suivant est constitué des étamines. Donc en terre, c'est là où le pollen est fabriqué. Et le filet, c'est l'espèce de tige, mais n'utilisez pas ce terme-là, hein, parce que là on n'est pas au niveau de la tige de la plante. Le filet, c'est le long tube là qui soutient du coup les anthères. Ok. Donc ça, ce sont les organes mâles. Et au centre, donc le dernier verticille, eh bien vous avez le pistil qui est constitué du stigmate tout en haut, du style et en bas de l'ovaire qui contient un ou plusieurs ovules. Ok, donc ça c'est l'organe femelle. Donc les deux verticilles internes sont constitués d'organes fertiles. Quel peut être le rôle des nectaires? Donc là les nectaires en fait ils produisent du nectar et va en fait attirer par justement le goût sucré et l'odeur va attirer les insectes pollinisateurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ok, pardon, je viens de percuter le micro avec ma main. Alors, au niveau de la dissection d'une fleur, vous avez tous dû la voir en ligne, à l'adresse qui est là, hein. J'ai pu retourner dessus parce que non, vous l'avez déjà vu. Donc là, c'était la fleur de moutarde. Pour, je ne sais pas si vous avez lu ce que vous deviez faire normalement en réalité avec une fleur devant vous. Donc enlever en premier lieu les sépales et les pétales, donc les couronnes concentriques les plus externes. Donc d'abord on note les sépales. Donc les sépales constituent le calice, hein, c'est marqué là. Et ensuite on note les pétales qui constituent la corolle. Alors si on ne peut pas distinguer sépales et pétales, parce que là par exemple là c'est vert et là c'est coloré, par exemple dans la tulipe, les sépales et les pétales ont souvent la même couleur et ont la même forme. Alors on voit quand même que au niveau de la base, hein, c'est pas sur la même couronne concentrique, donc on fait quand même la différence entre pétales et sépales, mais du coup comme au niveau de la forme et de la couleur, on ne peut pas les distinguer, on appelle ça l'ensemble des tépales. Donc ensuite, une fois que vous avez enlevé, donc ça se fait avec une pince fine, hein, vous enlevez les différents sépales, les différents pétales, et ensuite vous enlevez les organes reproducteurs, donc chaque étamine, en enlevant à chaque fois à la base, hein, pour toutes les pièces, donc chaque étamine que vous disposez devant vous, et ensuite ce que vous deviez faire normalement, c'est de prélever un peu de grains de pollen que vous mettez entre lame et lamelle et que vous observez au microscope. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que là, j'ai pas mis de photos, mais vous en verrez après dans la vidéo. Et pour le pistil, eh bien, souvent, on vous demande de faire une coupe au sein de l'ovaire pour voir l'organisation à l'intérieur de l'ovaire. Donc, en fonction des espèces, enfin surtout en fonction des familles, hein, de végétaux, eh bien vous allez avoir par exemple, je sais pas moi, soit un ovule, soit plusieurs, et soit les ovules sont dans une seule loge, soit dans plusieurs loges, donc c'est des compartiments, donc on appelle ça des carpelles. Et donc ça nous permet aussi de voir en fait, de distinguer différentes familles aussi en fonction de l'agencement des ovules dans l'ovaire. Alors, ensuite, coller l'ensemble des pièces florales sur une feuille de papier en respectant l'agencement spatial et légender les pièces florales. Ça, c'est ce que vous auriez dû faire sur les cercles que je vous ai mis dans le TP. Donc, ici, là, vous avez un cercle en plus, hein, par rapport à dans le TP, parce que ça, c'est pour le diagramme floral, c'est ce que vous allez représenter. Mais en fait, lorsque vous collez vos pièces, donc avec du scotch, hein, les élèves collent les pétales, les sépales, etc., les étamines, et bien le dernier verticille, en fait, il est au centre, et donc on le représente, je ne l'ai pas représenté en pointillé, parce que c'est tout simplement juste le pistil qu'on colle au milieu. Mais là, pour le diagramme floral, il faut représenter du coup un cercle, puisqu'on va représenter l'organisation des ovules à l'intérieur de l'ovaire. Alors, on commence toujours par dessiner le verticille le plus externe, donc le calice. Donc, on représente le nombre de sépales. Alors, pour la moutarde, il y a 4 sépales. Ensuite, on représente la corolle, donc le nombre de pétales, et on respecte toujours l'agencement. Donc là, en fait, c'était... Alors, vous n'avez peut-être pas vu ça parce que vous ne l'avez pas en réel, mais on regarde toujours comment sont organisés les sépales par rapport aux pétales et par rapport à toutes les pièces en fait florales. Donc là, les sépales et les pétales n'étaient pas l'une derrière l'autre, il y avait une alternance entre les deux, donc on respecte cette alternance dans la représentation. Il y avait 4 pétales, donc on représente les 4 pétales. Ensuite, l'androcée, donc qui est constitué des étamines. Alors bon, là j'ai mis un B pour simplifier, mais en fait on représente les anthères, hein, qui ont souvent cette forme-là. Et chez la moutarde c'est un peu particulier parce que vous avez 4 étamines qui sont bien sur une couronne et 2 étamines un peu plus excentrées entre les deux. Donc c'était juste une petite précision, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là-dessus, sur ce verticille-là, parce qu'ils sont un petit peu plus excentrés. Mais ça dépend des espèces, hein. Et donc ensuite, le verticille suivant, pardon, il y a ce truc qui gêne. Hop, voilà. Le verticille suivant,
le gynécée, donc, qui est constitué par le pistil. En fait, on ne représente pas style et stigmate, mais on va représenter les ovules et les carpelles. Donc ici, il n'y a qu'une seule... non, il y a deux loges carpellaires, donc il y a deux carpelles. D'accord? Donc j'ai mis ici une petite séparation en pointillé. Et les ovules qui partent de l'extrémité. Ça dépend des espèces, enfin, ça va dépendre des familles. Des fois, les ovules partent du centre. D'accord? Au niveau de leur organisation, c'est organisé différemment. Donc là, on respecte ce qu'on observe à la loupe quand on fait la dissection. Et donc là, les ovules partent de la périphérie. Alors, il n'y en a pas que 4, hein, mais c'est juste que là, ça représente une coupe. C'est comme si on faisait une coupe transversale de la fleur. Et donc, du coup, là, on est à un étage de l'ovaire où on représente 4 ovules. Ok. Ensuite, il faut gommer les cercles, une fois qu'on a fini, et représenter la bractée. Alors la bractée, ça va être, je ne sais pas si on la voit sur celle-là. Non, la bractée, c'est la première feuille au niveau du pédoncule floral. Donc c'est souvent la toute première feuille qu'on observe à partir de la fleur, hein, quand on redescend. Et donc la bractée, en fait, va nous permettre d'orienter la coupe. Après, si vous l'oubliez, ça, c'est pas un problème. C'est pas le plus important. Donc voilà comment on représente un diagramme floral. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Aurélien, oui, tout sera sur Moodle. Solène, normalement, enfin, après exactement la représentation des sépales, des bractées, etc. Vous pouvez peut-être changer, mais en général, c'est la même organisation. En tout cas, c'est toujours 4 cercles concentriques. Ça, c'est sûr, parce qu'il faut représenter les 4 verticiles. Et après, la façon de représenter les ovules ou les étamines, etc., ça peut peut-être changer, mais en général, il n'y a pas forcément de couleur. Souvent, quand vous regardez, vous tapez diagramme floral sur Internet, quand c'est des anciennes publications faites il y a très longtemps, bah, souvent ce sont des dessins au crayon, et donc il n'y a pas de couleur, hein, c'est noir et blanc, mais après, la disposition est toujours la même. Après, si les sépales, en fait, alors, l'androcée, c'est l'ensemble des étamines. C'est la partie reproductrice mâle. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il se peut, par exemple, chez la pervenche, il me semble, il se peut que vous ayez des pétales, par exemple, ou même les sépales, qui soient soudés. Vous prenez par exemple une jonquille, là je pense que vous voyez tous à quoi ça ressemble, une jonquille ou une narcisse. Eh bien les pétales sont soudés, ça veut dire que elles sont pas individualisées, enfin pardon, on dit un pétale. Et donc là, il faut rajouter en fait il faut rajouter un petit trait pour montrer, donc là pareil, ce serait si là les sépales sont soudés, il faut rajouter un petit trait fin pour montrer que tout est soudé. Mais sinon c'est les seules différences. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ok, alors on passe à la suite. Oui, donc là on gomme les cercles, donc il reste plus que ça. Donc ça c'est le cours, donc tout sera sur Moodle, hein. Donc vous empressez pas là d'un coup de tout recopier, je le dicte, enfin je le lis rapidement. Donc les fleurs ont une organisation commune en 4 couronnes concentriques ou verticiles. Le plus externe, donc là c'est pour, je dis le parce que c'est le verticille, hein. Le plus externe est constitué de sépales, le plus souvent vert et ressemblant à des petites feuilles, donc ce qu'on appelle le calice. Le second est constitué de pétales de formes et de couleurs très diverses, c'est ce qu'on appelle la corolle. Le troisième est constitué des étamines, donc filets plus anthères, et à l'intérieur des anthères, vous avez ce qu'on appelle les sacs polliniques, qui contiennent du coup les grains de pollen. Et c'est l'organe reproducteur mâle. Et du coup là, ce serait, on appelle ça l'androcée. Et le plus interne est constitué par le pistil, donc constitué par le style. Et alors le style, il contient à la base l'ovaire, hein, et le stigmate tout en haut. Organe reproducteur femelle qui contient des ovules répartis dans plusieurs loges appelées carpelles. Enfin, une ou plusieurs loges d'ailleurs. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours plusieurs, c'est une ou plusieurs loges appelées carpelles. Et donc ça, c'est le gynécée. Alors, je sais plus maintenant si je t'ai demandé de faire le contrôle génétique, il me semble, que je voulais donner à faire. Ok. Alors, du coup, le contrôle génétique. Donc vous avez ici des mutants. Alors ça c'est une fleur normale d'Arabette des dames. L'Arabette des dames c'est enfin, ce qu'on appelle communément une mauvaise herbe, hein. Il y en a un peu dans tous les jardins, mais en fait c'est une plante extrêmement utile en génétique chez les végétaux. Donc ici vous avez une fleur tout à fait normale. Et là vous avez différents mutants. Alors on les a au lycée à observer à la loupe, hein, dans des plaques en verre pour que vous puissiez les observer. Et donc là, on a représenté le diagramme floral en dessous. Donc les sépales ici en vert, les pétales en bleu, les étamines en orange, et ici l'ovaire avec les ovules à l'intérieur en violet. La fleur de type Apatella 2, vous voyez qu'elle n'a que des ovules ou ovaires et des étamines. Elle n'a ni sépales ni pétales. Ici, vous voyez qu'elle a dans les deux couronnes externes que des sépales et à l'intérieur que des ovaires avec ovules. Et ici, cette fleur est totalement stérile puisqu'elle n'est constituée que par des sépales et des pétales. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous aviez des comparaisons de séquences. Donc on vous parle de 3 gènes, enfin de 3 classes de gènes plutôt. Donc l'Arabette des dames a été un des premiers êtres vivants à avoir son génome entièrement séquencé, ce qui a permis d'identifier plusieurs gènes appartenant aux 3 classes, A, B et C, dont le rôle est représenté, bon, ça, dans le doc, je vous expliquerai après. Afin de comprendre le mode de formation des 3 mutants présentés dans le doc 2, les séquences de 3 gènes du développement floral sont établies pour chacun d'entre eux et comparées à celles d'un individu aux fleurs normales. Alors ça, c'est typiquement quelque chose que vous êtes peut-être amené à faire. J'ai pas regardé au niveau des ECE si c'est dedans, mais bon, des comparaisons de séquences d'ADN sur anagène ou génigène, vous avez déjà fait plusieurs fois. Donc là, on compare à chaque fois, donc là pour les gènes de classe A, on compare un gène de classe A pour les 4 mutants. D'accord? On voit que le mutant Apatella 2, il a une mutation au niveau du 55e nucléotide. Donc il a une thymine à la place d'une cytosine. Et quand on regarde ici, on se rend compte qu'il n'a aucune pièce stérile. Donc pas de pétales, pas de sépales. D'accord? Pour la comparaison d'un gène de classe B, vous voyez que c'est le mutant Pistillata qui est concerné.
au 149e nucléotide, il a une thymine à la place d'une cytosine. Et quand on regarde, eh bien lui, il n'a aucune étamine et il n'a pas de pétale. Et pour le gène de classe C, eh bien là c'est le mutant agamous qui est concerné, puisque là il a carrément 3 nucléotides qui changent, donc 530e jusqu'au 532e. Et donc on remarque ici qu'il n'a aucune pièce fertile. D'accord? Alors, moi ce que je vous demandais, c'était de vous de remplir, de colorier les différents, dans le tableau, les gènes qui étaient actifs. Donc déjà, vous voyez que pour la fleur Apatella 2, qui est là, ça va être, c'est un mutant un mutant de gène de classe A, donc vous savez déjà que le gène de classe A, en tout cas, il est inactif. D'accord? En tout cas, il ne fonctionne pas bien, mais là, pour le coup, il est inactif. Donc, pour ce que vous allez colorer dans le tableau, eh bien, c'est le A, vous n'allez pas le colorer. Et B et C, du coup, vous allez colorer comme dans l'autre. Pour la fleur Apatella 3, ou Pistillata, parce que nous, on n'a pas Apatella 3, mais pour la Pistillata, ça va être le gène de classe B qui va être inactif. Donc, vous pouvez colorer les 2 cases de gène de classe A et les deux cases de gène de classe C. Et ensuite, pour agamous, c'est un gène de classe C qui est inactif. Donc, vous pouvez colorer les 2 cases de A et les 2 cases de B. Alors, la petite difficulté quand même, c'est que ça, je me suis rendu compte après, c'est que parce que d'habitude on le fait en classe, donc je le dis en classe, mais là, ce qu'il y a, c'est que l'expression, quand le gène A s'exprime, il empêche l'expression du gène de classe C. Le gène de classe B, lui, il n'y a rien qui va empêcher son expression. Hein, il s'exprime toujours au 2e et 3e verticille. Le gène A, il s'exprime toujours du 1er au 2e, mais il peut s'exprimer aussi au 3e et 4e si le gène C est inactif. Et inversement, donc ça veut dire que le gène C, quand il s'exprime normalement, il va réprimer, donc en fait il va inhiber l'expression du gène de classe A dans les verticiles 3 et 4. Et inversement pour les gènes de classe A, lorsque eux s'expriment normalement, ils empêchent l'expression des gènes de classe C dans le verticille 1 et 2. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'ai dit là. Ok. Donc, ici, pour Apatella 2, on a dit c'est un gène de classe A qui est inactif. Donc là, il n'y a rien qui est coloré. Le gène de classe B, lui, s'exprime toujours dans le verticille 2 et 3 lorsqu'il est actif. Et là, pour le gène de classe C, étant donné que le gène de classe A est inactif, eh ben, le gène de classe C va s'exprimer dans les 4 verticiles. Ce qui fait que, on regarde maintenant dans la fleur normale. Quand il n'y a que le gène A qui s'exprime, il y a formation de sépales. Quand il y a A plus B qui s'exprime en même temps, il y a formation de pétales. Quand il y a B plus C qui s'exprime en même temps, il y a formation d'étamines. Et lorsqu'il y a uniquement le gène de classe C qui s'exprime, ça forme des carpelles. Et bien ici, vous avez dans le premier verticille C uniquement, donc on a des carpelles.
Ensuite, dans le deuxième verticille, on a B et C, donc ça forme des étamines. Pareil pour le verticille numéro 3, ça forme des étamines. Et ensuite, dans le verticille numéro 4, il n'y a plus que les gènes de classe C qui s'expriment, donc ça forme des carpelles. Pour pistillata, lui c'est le gène de classe B qui est inactif. Donc là, ici s'expriment dans les deux premiers verticilles les gènes de classe A, et dans le 3 et 4, les gènes de classe C. Donc comme A s'exprime à chaque fois tout seul, il y a formation à chaque fois que de sépales. Pareil ici, le gène de classe C s'exprime tout seul, donc il y aura forcément que des carpelles. Et enfin, pour la fleur agamous, là c'est le gène de classe C qui est inactif. Donc ça veut dire que le gène de classe A, lui, son expression n'est pas freinée dans le verticille 3 et 4, donc il s'exprime partout. Donc là, il n'y a que le gène A dans le premier verticille, le gène de classe A qui s'exprime, donc il y a formation de sépales. Ici, il y a A et B qui s'expriment, donc il y a formation de pétales. Là, c'est pareil. Et ici, il ne reste plus que du gène de classe A, donc ça formation de sépales. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, du coup, comment on peut appeler ces gènes? Les gènes de classe A, B et C. Ce sont des gènes de quel type? Qu'on a déjà vu, hein. Oui, Solène, c'est effectivement ça, ce sont des gènes de développement, sauf que ces gènes de développement sont présents chez les végétaux. D'accord? Donc là, s'il y a une mutation, oui, les gènes homéotiques, c'est pareil. Donc s'il y a une mutation au niveau de ces gènes, eh bien le plan d'organisation de la fleur va changer. Ok? Alors ici, donc ça vous l'aurez sur Moodle, hein, le modèle ABC, donc c'est le nom qu'on donne à ce modèle-là. Hein. Donc il est sur Internet. Il faut activer Adobe, hein, sinon ça marche pas. Donc, c'est juste pour vous rappeler les choses. Alors, ce sigle-là, ça veut dire qu'il réprime l'expression. Ok? Donc là, ça veut dire que A, tant que A s'exprime, ça va réprimer l'expression de C. Et inversement, lorsque C s'exprime, ça va réprimer l'expression de A. Donc là, on vous dit cliquer sur le gène à muter. Donc si je clique sur le gène A, donc il n'y a plus d'inhibition, là, donc C s'exprime partout. Et donc là, vous avez la représentation du diagramme floral. Vous avez que des carpelles, enfin des carpelles sur le verticille externe. Ensuite, des étamines. Ensuite, de nouveau des étamines, puisque à chaque fois, là, c'est B et C qui s'expriment en même temps. Et à l'intérieur, nouveau que des carpelles. Après, vous avez la photo du mutant. Rejouer, bah, vous pouvez changer, vous faites avec le gène B, la photo, bon, c'est hyper pixelisé, mais bon. Et ensuite, le gène C, donc là, A s'exprime partout, et donc là, c'est une fleur totalement stérile. Ok, donc je reviens sur le diaporama. Alors, là, c'est juste un tableau qui récapitule ce qu'on vient de voir. Donc la fleur sauvage, elle a des sépales de l'intérieur vers
de l'extérieur pardon, vers l'intérieur, donc verticille 1 à 4, des sépales, des pétales, des étamines et des carpelles. Son modèle ABC est celui-ci, A tout seul, A et B et C tout seul. Le mutant de classe A, il n'y a pas de gène A actif, donc du coup ça va être des carpelles, étamine, étamine, carpelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a que le gène C qui s'exprime ici, donc C tout seul, BC, BC, C, pistillata, etc. Alors bon, vous avez compris le principe maintenant, hein, c'est vraiment un modèle hyper facile. D'accord? Alors ceux qui continueront en biologie l'année prochaine, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a encore un autre gène qui est le E et qui aura un autre rôle, mais bon ça du coup c'est pas au programme donc je développe pas, vous verrez ça l'année prochaine si vous continuez dans ce domaine. Ok? Alors ça c'est le cours. Et donc là je vous ai mis schéma du modèle ABC à connaître. Ça veut dire que ce schéma là, il faut être capable de le refaire. Alors il n'y a rien de compliqué, hein. Donc je vous ai mis la mise en place des pièces florales s'effectue sous le contrôle de gènes de développement classés en 3 groupes A, B, C. Les gènes de classe A répriment l'expression des gènes de classe C et inversement. Donc ici vous avez l'expression des gènes de classe A. Tout seul ça forme. Alors là il faudrait décaler en fait la collade, hein. Il faudrait la mettre jusqu'ici. Ensuite, formation de pétales, c'est lorsque B et A s'expriment ensemble. Formation d'étamine, lorsque B et C s'expriment. Donc là, pareil, la collade, il faut la déplacer, il faut la mettre ici. D'accord, c'est important, sinon j'ai pas fait attention quand j'ai mis le document. Mais la collade, il faut vraiment la déplacer à ce niveau-là. Ok. Et formation de carpelle, quand il y a uniquement le gène de classe C qui s'exprime. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, c'est le affirmatif de Alix qui me fait rire. Donc, on continue avec la pollinisation. Alors, le principe, bon, vous connaissez, hein, c'est tout simple. Et bien, soit le vent peut transporter le pollen, soit, et c'est souvent le cas, les insectes pollinisateurs. Alors là, prochainement, bon, pour l'instant, on ne peut pas trop sortir, mais même ouvrir les fenêtres ou aller dans le jardin ou se promener à 1 km aux alentours de chez nous vous expose forcément à du pollen. Pour ceux qui sont allergiques, alors un allergique au pollen ne va pas être allergique à tous les pollens, hein, d'accord? Donc en général, on est très souvent allergique au pollen de bétulacées, donc c'est tout ce qui est bouleau, noisetier. Donc ça c'est pour le début de la saison. Donc là c'est en ce moment, hein. Même ça va venir très vite. Donc là, ce pollen-là, il est principalement transporté par le vent. Après, pour tout ce qui est pollen au niveau des fleurs plus communes que vous connaissez, et bien là, ça va plutôt être les insectes pollinisateurs. Alors, je vous ai mis une petite vidéo. J'espère que le son passera. Vous me dites si c'est bon pour vous. Les plantes aussi ont des rapports sexuels pour se reproduire. Ce n'est pas simple quand le partenaire est loin et inaccessible. Les fleurs surmontent la distance grâce à des courriers volants pour lesquels elles créent des plateformes d'atterrissage aux couleurs chatoyantes. Leur forme diffère, mais en gros, elles mettent à disposition des récipients avec du pollen. La scabieuse les place sur de petites tiges, prêts à être expédiées. Les fleurs permettent les rapports sexuels à distance.
Les grains de pollen contiennent en effet les gènes mâles, les spermatozoïdes pour ainsi dire, prêts à être enlevés. Le premier courrier s'approche. Une fois chargé de pollen, il s'en va butiner la fleur suivante. Ici, le stigmate femelle attend de recueillir le pollen. Un acte d'amour à l'intérieur de la fleur. Autre courrier, autre commanditaire. Cette églantine donne le pollen. Celle-là le recueille sur son stigmate femelle. Quand on ne peut pas livrer soi-même son matériel héréditaire, il faut l'expédier et s'acquitter des frais. Les insectes reçoivent du nectar pour leurs bons et loyaux services. En somme, un échange de bons procédés. Alors, donc, dans cette vidéo, vous avez vu que le fait de... Enfin, pour la fleur, là, il faut absolument qu'elle puisse polliniser, pour qu'il y ait une fécondation plutôt croisée. L'intérêt, c'est d'apporter le pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre fleur, et donc il faut un vecteur, donc on a vu qu'il y avait le vent. Et là, pour attirer les insectes pollinisateurs, eh bien, il y a différentes astuces qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Eh bien, la couleur, l'odorat, bien évidemment le nectar, puisque les insectes vont se nourrir de nectar, et en général, vous l'avez vu avant sur la coupe de fleurs, les nectars sont placés au cœur de la fleur, donc l'insecte va devoir aller vers les parties fertiles, et donc va être recouvert de pollen. Et donc en passant de fleur en fleur, eh bien, tout simplement il va déposer du pollen sur les stigmates d'autres fleurs. Alors, Justine, donc il existe de l'autopollinisation, mais il y a un système de reconnaissance chez chez pas mal de fleurs d'ailleurs, un système de reconnaissance pour empêcher le pollen d'une même fleur, pour empêcher la pollinisation par le pollen d'une même fleur, tout simplement pour éviter des problèmes génétiques, parce que sinon à chaque fois il n'y a pas assez de diversité génétique. Et donc il y a eu sélection au cours de l'évolution de mécanismes comment dire, d'empêchement, qui empêchent la pollinisation. Le pollen ne peut pas féconder l'ovule de la même fleur. Est-ce que c'est bon? Alors Jérémy, non, justement, il y a vraiment beaucoup d'insectes. Les papillons sont aussi des insectes pollinisateurs. Donc il y a... Alors les abeilles et les bourdons, forcément, ce sont ceux qu'on voit le plus. Mais il y a vraiment beaucoup d'insectes pollinisateurs. Et contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, les abeilles qu'on élève dans des ruches, ce ne sont pas les plus grandes, ce sont pas en nombre, ce ne sont pas celles qui vont polliniser le plus, ce sont les abeilles solitaires, donc qui ne vivent pas en communauté et qui vivent dans des
Souvent, elles vivent dans la terre, hein, elles creusent des petites galeries. Ce sont elles qui sont les principales pollinisatrices, en nombre. Est-ce que c'est bon? Ok, alors on continue. Donc là, ça va être une vidéo rapide qui vous montre un petit peu, c'est toujours le même principe hein, pour la pollinisation. La vidéo est en deux parties, c'est des vidéos que j'ai prises sur YouTube. La vidéo est en deux parties, donc la première partie elle était très longue et ça parlait pas forcément de ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai juste pris celle de la deuxième partie, donc là on est au niveau d'une fleur de cerisier. Et on vous dit que pour attirer les insectes, je résume la fin de la première partie de la vidéo, que du coup il y a de grands pétales colorés et odorantes. Ok, donc je vous mets cette vidéo. Oups, pardon. Grandes et vivement colorées. Elles produisent un liquide sucré, le nectar, dont les insectes sont friands. Parfois même, elles piègent les insectes qui ne peuvent éviter d'emporter du pollen avec eux. C'est le cas de la sauge, qui dispose d'un mécanisme ingénieux. Les étamines s'abaissent sur le dos poilu des visiteurs lorsque ceux-ci pénètrent dans la fleur. Le pollen reste accroché à l'insecte et sera redéposé plus tard sur le stigmate d'une fleur voisine. Arrivé sur le stigmate adéquat, le pollen poursuit son aventure. Donc là, vous voyez l'adaptation qui est vraiment... Enfin, quand on regarde, on se dit, waouh, c'est quand même dingue ce qui a été fait. Enfin, ça n'a pas été fait, hein, ça a été sélectionné au niveau de l'évolution. Donc il y a différentes adaptations pour vraiment garantir à la fleur une pollinisation. D'accord? Il existe d'autres adaptations. On verra ça, je vous montrerai une autre vidéo après. Donc là, ça c'est le cours que vous allez devoir noter. La première étape de la reproduction d'une plante à fleurs est la pollinisation, donc un dépôt des grains de pollen sur le pistil. Bien que l'autopollinisation soit possible, l'évolution a favorisé la pollinisation croisée, où le pollen d'une fleur est déposé sur le pistil d'une autre fleur de la même espèce, favorisant ainsi le brassage et donc la diversité génétique. Donc c'est ce que je disais avant pour Justine. L'autopollinisation, elle est possible dans certains cas, mais elle est souvent empêchée par des mécanismes génétiques. La vie fixée des plantes impose donc un moyen de transport du pollen par le vent ou un animal, principalement les insectes. Alors, pourquoi principalement et pas uniquement? Eh bien, il y a par exemple des oiseaux, il y a des chauves-souris aussi qui sont pollinisatrices. Donc, c'est principalement les insectes, mais après, il y a quelques exceptions, il y a d'autres animaux qui peuvent le faire.
Alors, quelle partie de la fleur forme le pollen? Donc, c'est au niveau des anthères, hein. Au niveau de l'androcée, vous avez l'ensemble des étamines. Et au niveau de l'étamine, vous avez le filet, donc l'espèce de long tube là, qui soutient les anthères. Et c'est à l'intérieur des anthères que se forme le pollen. C'est bon, Solène? Ok. Alors, donc on a vu qu'il y avait forcément souvent une collaboration plante-animale. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que souvent, il y a ce qu'on appelle une coévolution. Alors ça, c'est un document que vous avez, page 104 de votre livre. Donc je vous le lis. Dans les années 1860, Darwin se passionne pour la reproduction d'orchidées comètes de Madagascar avec son long éperon sécréteur de nectar. Donc il fait 30 cm de long. Et il a écrit: quel pourrait être le rôle d'un éperon d'une longueur aussi disproportionnée? À Madagascar, il doit exister des papillons nocturnes avec des trompes susceptibles d'avoir une longueur comprise entre 25 et 27 cm. Parce que si les papillons n'ont pas cette trompe une trompe de cette longueur-là, et bien en fait l'orchidée ne pourrait pas être fécondée. Donc nous pouvons comprendre en partie comment la longueur étonnante de l'éperon a pu être acquise par des modifications successives au fur et à mesure que certains papillons nocturnes de Madagascar devenaient plus grands par sélection naturelle, ou comme leur trompe s'allongeait pour obtenir du nectar d'Angraecum, l'orchidée comète, ces individus d'Angraecum qui avaient les éperons les plus longs et qui par conséquent obligeaient les papillons à introduire leur trompe jusqu'à la base de la fleur ont été fécondés. Alors il semble qu'il y ait une sorte de course à la longueur entre l'éperon d'Angraecum et la trompe de certains papillons nocturnes. Et donc c'est la photo que vous avez là, où vous avez le papillon avec, vous voyez, une trompe énorme qui permet, donc l'éperon il est là, oui, c'est cette partie-là. Donc à l'intérieur de l'éperon, vous avez en fait tout au fond le nectar. Donc là, c'est le début, hein, il a juste déployé la trompe, mais il va se rapprocher pour récupérer le nectar et donc il va permettre la fécondation. Alors, donc là on vous dit dans ce passage, Darwin propose déjà l'hypothèse d'une coévolution entre plantes et insectes pollinisateurs. Deux espèces ayant des interactions spécifiques évoluent progressivement l'une en fonction de l'autre. Et ici, donc c'est beaucoup plus récent, en 1988, le botaniste Nilsson teste cette hypothèse de coévolution entre une orchidée européenne et le papillon pollinisateur. Donc le chercheur fait varier la longueur de l'éperon en pratiquant de petites ligatures à différents niveaux sur l'éperon, et il mesure ensuite le nombre de pollinies. Alors les pollinies, ce sont des petits sacs qui sont présents chez les orchidées, hein, qui contiennent le pollen. Il mesure ensuite le nombre de pollinies enlevées et le nombre de pistils pollinisés. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Donc on mesure le pourcentage de pollinies enlevées, donc en violet, et le pourcentage de stigmates pollinisés en orange, en fonction de la longueur de l'éperon. Et bien vous voyez que le succès de la pollinisation va croissant avec une longueur plus importante de l'éperon. D'accord? Là, on a une augmentation du pourcentage de pollinies enlevées et de stigmates pollinisés lorsque la longueur de l'éperon augmente. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment une coévolution entre le papillon pollinisateur et la plante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ok. Alors, donc ça pareil, c'est le cours hein, pour la partie petit b. Les fleurs pollinisées par un animal attirent celui-ci par des signaux variés, forme, couleur, nectar, odeur. L'animal pollinisateur a acquis au cours de l'évolution des organes adaptés au transport du pollen et ou au prélèvement du nectar dont il se nourrit. Donc là, l'exemple, c'est ce qu'on vient de voir, la longueur de la trompe de l'insecte adaptée à la longueur de l'éperon de la fleur au fond duquel se trouve le nectar. Ainsi, une collaboration étroite entre la plante et son pollinisateur est permise, elle résulte d'une coévolution. L'organisation des plantes à fleurs a évolué conjointement avec celle de l'animal pollinisateur. Chaque innovation chez une espèce contribue à la sélection d'un nouveau caractère chez l'autre, avec qui elle est en interaction. L'avantage est pour la plante une reproduction plus efficace et pour l'animal l'accès à des ressources nutritives supplémentaires. Donc ça la coévolution fait que au bout d'un moment, la pollinisation de la plante en question va pouvoir se faire que par une espèce précise qui a du coup les caractères le permettant. Et du coup pour l'animal, eh bien lui il a le caractère qui va être sélectionné, ben, il va avoir moins de concurrence, ça va être la seule espèce qui va pouvoir accéder à ces ressources nutritives là. C'est bon pour tout le monde? Ok, alors ici donc on passe au petit 3, de la fécondation au développement du fruit. Donc une fois que le pollen a été déposé sur le stigmate, le grain de pollen va germer donc à l'intérieur du pistil. Donc là vous voyez plusieurs grains de pollen, hein. Il n'y en a pas qu'un seul, hein. Tous les grains de pollen, à partir du moment où il y a de la place, tous les grains de pollen qui se sont déposés sur le stigmate vont pouvoir germer à l'intérieur du pistil. Et donc ici, on vous dit de l'ovule à la graine, de la fleur au fruit. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Donc là, au niveau du pistil qui a été coupé dans une coupe longitudinale, là, les différents ovules vont se transformer. Et au fur et à mesure, donc là, vous voyez qu'il y a encore les sépales ici, les pétales là. Donc là, c'est le petit point, hein. Et vous voyez que l'ovaire, donc là, il y a le reste, hein. Ici, c'est le reste du pistil. L'ovaire va se renfler, donc il va prendre du volume, et à l'intérieur, les ovules fécondés vont se transformer en graines. Ok? Alors ici, bah, c'est une coupe hein, du pistil. Donc le pollen est déposé au niveau du stigmate. Là, tout le long, vous avez la germination qui va avoir lieu. Donc le grain de pollen va germer jusqu'à atteindre l'ovaire, à l'intérieur duquel vous voyez les différents ovules. Et là, par exemple, vous avez 3 loges, 3 carpelles. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, ça c'est un carpel. Là, il y en a un autre. Et là, il y en a un troisième. Okay, donc par exemple ici, chez le petit pois, il y a 3 loges carpellaires, il y a 3 carpelles. Et les ovules sont disposés par contre de bas en haut. Ils sont alignés. D'accord? Donc, une fois que le grain de pollen a germé et qu'il atteint l'ovaire, eh bien, il peut y avoir fécondation. Alors là, c'est la suite de la vidéo d'avant. Donc, pareil, je vais vous la lancer. Voyons comment cela se passe chez le cerisier.
Le grain de pollen commence par fabriquer un tube qui part en direction de l'ovule en suivant les tissus internes du pistil. Pendant ce temps, 2 petits spermatozoïdes se seront formés à l'intérieur du tube pollinique. Ils seront libérés au contact de l'ovule. L'un ira féconder un premier gamète femelle. Leur union produira l'embryon que nous avons observé dans la graine. Le deuxième gamète mâle ira s'unir avec 2 autres cellules, les noyaux du sac. Cette fécondation un peu bizarre donnera naissance à l'albumène, c'est-à-dire aux réserves nutritives de la graine. Une fois fécondé, l'ovule se développe et devient petit à petit une graine à part entière. Mais autour de lui s'opère une autre révolution, la transformation de l'ovaire en un fruit qui ne sera pas forcément comestible. Lorsque la paroi de l'ovaire devient totalement charnue, le fruit est une baie. Lorsque la paroi externe de l'ovaire reste charnue, mais que la paroi interne se durcit pour former un noyau qui contiendra la graine, le fruit est qualifié de drupe. Si la paroi se dessèche, le fruit pourra être une gousse ou encore une capsule ou encore un akène. Bref, Alors, pour répondre à ta question, Solène, donc si le pollinisateur disparaît, la plante ne va plus pouvoir se reproduire. Alors oui, c'est pour ça que là, l'utilisation de pesticides qui dissémine en ce moment les populations d'abeilles, ça va être catastrophique parce que, et en Chine, c'est déjà le cas, la pollinisation doit se faire à la main. Donc c'est un travail énorme de polliniser à la main. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de reportage où vous voyez des hommes en train de polliniser avec un fin pinceau. Ils appliquent le pollen sur toutes les fleurs, par exemple d'un cerisier, d'un pommier. Je vous mettrai Oui, je peux vous mettre les vidéos sur Moodle. Donc, c'est assez grave ce qui risque de se passer, puisque s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, forcément il n'y a plus de fécondation, et donc il y a tout ce qu'on mange là en ce moment, la base de notre alimentation, elle est basée sur la pollinisation faite par des insectes pollinisateurs. D'accord, il faut quand même qu'on en est conscient, parce que ça va être compliqué. Ok, alors je continue. Alors ici c'est une autre vidéo. Alors si vous voulez la regarder en entier, vous pouvez la trouver sur internet. Ça s'appelle La force cachée des plantes. Alors ils font toujours le parallèle entre les animaux et les végétaux. Donc moi j'ai coupé la partie sur les animaux, et là en l'occurrence c'était la partie sur les hommes, enfin sur l'être humain, et sur ce qui peut attirer. Oui voilà, Solène, exactement. D'où l'intérêt de protéger l'environnement. Donc là c'était une partie sur ce qui nous attire les uns les autres. Donc maintenant ils font le parallèle avec ce qui peut attirer les insectes pollinisateurs. Donc on a déjà vu couleur, odeur, etc. Mais vous allez voir que dans le monde végétal, eh bien, il y a des formes, des couleurs, etc. qui ont été sélectionnées par sélection naturelle et qui permettent vraiment d'attirer spécifiquement une espèce bien particulière. Mais l'homme n'est pas le seul à se leurrer. À quelques centaines de mètres dans les terres, on trouve d'étranges orchidées. Elles aussi sont alléchantes. Les scolis mâles sortent de terre avec une seule idée en tête, les femelles.
Et la fleur de l'Ophrys miroir en a l'apparence. Des ailes déployées, des formes rondes, un parfum sensuel. Pour les scolies, c'est tout simplement irrésistible. Que ce soit vrai ou pas n'a aucune importance. Les mâles accourent et tentent de copuler. Et une fois qu'ils ont pu se poser, ils apprécient les parois velues de l'Ophrys. Mais tandis qu'ils ratent leur coup à l'arrière, ils se laissent prendre à l'avant par un paquet de pollen. Puis ils volent vers la fleur femelle suivante. Les guêpes veulent copuler, les orchidées être fécondées. Ce mâle suit lui aussi son instinct et reçoit quelque chose sur la tête. Ce n'est pas très satisfaisant. Il tente sa chance chez la voisine et lui apporte le bouquet de pollen. Mais tous ses efforts pour assurer sa reproduction ne bénéficient finalement qu'à l'orchidée. Et maintenant, voilà qu'en plus, ils se battent pour leur fausse femelle. Des combats entre rivaux sont fréquents chez les animaux. Les étalons se battent pour les juments. Les homards bataillent avec leurs pinces, car les femelles ne prennent que les plus forts. Même les perruches calopsites se transforment en coqs de combat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les fleurs livrent elles aussi d'âpres combats pour assurer leur descendance. Des combats secrets entre les grains de pollen. Même s'ils collent aux stigmates, ils ne sont pas encore parvenus à destination. Leur matériel génétique doit atteindre l'ovule. Or, celui-ci se trouve bien plus bas, dans l'ovaire, sous la fleur. Pas facile d'arriver jusque-là pour ces grains de pollen collants. Mais ils y parviennent à leur manière. Un fin tube pousse sur chaque grain de pollen. Il descend dans le stigmate et poursuit son chemin vers l'ovule. Les gènes mâles se trouvent dedans, à la pointe. Et il faut les amener à destination le plus vite possible. Une course brutale avec son lot de chicanes et de carambolages. Une véritable épreuve de force. Le premier qui atteint l'ovule a gagné. Il est le seul à pouvoir se reproduire. Sous ces allures paisibles, le monde végétal est le théâtre de combats acharnés. Les fleurs fixent le parcours, les tubes de pollen doivent faire leurs preuves. Le champion est identifié et sa victoire porte ses fruits. Fruits qui portent les germes de vie et arrivent maintenant à maturité. Alors, bon, sur la représentation des tubes polliniques qui se battent, on va éviter de mettre ça dans une copie, hein, parce que c'est pas très, très juste. Alors, effectivement, il y a toujours une compétition, mais enfin, voilà, ils se bousculent pas non plus, hein, ça c'est vraiment une représentation un peu faussée. Et puis bon, c'est représenté comme s'il y avait deux petits yeux à l'avant, mais je pense qu'ils voulaient représenter les deux types de spermatozoïdes. Mais du coup, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, ben, il y a eu pas mal de choses qui ont été qui ont évolué au niveau des végétaux et des choses qui ont été sélectionnées. Et alors, ils ont quand même un peu la vue un peu trouble pour confondre. Oui et non, parce qu'en fait,
souvent les insectes, ils n'ont pas forcément une vue aussi bonne que la nôtre, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, ils se repèrent souvent à l'odeur, au toucher, etc. Donc du coup, ben, ils ont d'autres sens beaucoup plus importants que les nôtres. Et du coup, bah, voilà, là, ça les a faussés. L'orchidée, elle est pas si mal que ça, hein, parce que elle, ça l'arrange, hein. Pour elle, c'est un bénéfice net, hein. Elle est fécondée par les insectes, donc c'est vraiment un atout pour elle. Alors, ce que vous avez vu là, les espèces de sacs jaunes, bah ça, ce sont typiquement les pollinies chez les orchidées. D'accord? Donc, on continue. Mais l'homme n'est pas le seul à se leurrer. À quelques centaines. Hop, voilà. Alors, ici, c'est un schéma que vous n'avez pas forcément besoin de savoir refaire, mais il faut comprendre le principe. Donc, de la fleur, au niveau de l'étamine, il y a des grains de pollen qui sont formés. Ils vont se déposer sur le stigmate. Alors, autopollinisation, mais c'est souvent une allopollinisation, hein, donc chez l'autre. Les tubes polliniques vont se former. Il va y avoir fécondation au niveau de l'ovule. Et ensuite, ben là, l'embryon se développe. Alors, vous avez vu, hein, à l'intérieur de l'ovule, il y a deux fécondations. Ça, c'est vraiment, une caractéristique chez les plantes à fleurs. Il y a deux fécondations. Une première fécondation où là, ça va être un embryon, ça va donner un embryon diploïde. Et l'autre fécondation qui avait lieu un peu plus au-dessus, c'est une fécondation entre trois cellules. Le spermatozoïde et... enfin, spermatozoïde, j'aime pas trop le terme, c'est plutôt un gamète mâle, hein. Il n'a pas de flagelle comme chez les animaux. Donc entre le gamète mâle et deux autres cellules, donc c'est une fusion à trois cellules, et ça donne des cellules triploïdes qui vont être très riches en réserves nutritives et qui vont permettre en fait à la graine de résister pendant quelques temps sans ressources nutritives extérieures. Donc l'embryon va utiliser les ressources nutritives de ces cellules triploïdes et ensuite une fois qu'il peut germer, il va germer dans le sol, donc former ce qu'on appelle une radicelle et ensuite le reste va germer, la partie aérienne avec les jeunes feuilles et va donner un nouveau plant. Et ensuite le cycle recommence. Ok? Donc ça, c'est le cours. Donc après la fécondation, la fleur se transforme en fruit. Le paroi de l'ovaire forme généralement la paroi du fruit et chaque ovule fécondé forme une graine. Chaque graine peut germer pour donner un nouvel individu. Donc comme on vous a dit avant, la paroi de l'ovaire, elle peut être comestible ou non. D'accord? Par exemple, je suis sur un pissenlit, vous n'allez pas manger le pissenlit, enfin les animaux ne mangent pas les pissenlits. Par contre, là-bas, c'est le vent qui va disséminer le fruit. Mais par contre, sur la cerise, par exemple, l'ovaire va donner toute la partie charnue de la cerise et également la partie qui forme ce qu'on appelle le noyau, la partie dure. Donc la cerise, c'est une drupe. Okay, c'est ce qu'il vous disait dans la vidéo. Après, le nom des différents fruits, vous ne devez pas connaître, hein. Baie, drupe, capsule, etc. Ça, c'est pas à connaître. Par contre, il faut savoir que la paroi de l'ovaire donne la paroi du fruit et l'ovule donne la graine. Et donc ensuite, chaque graine peut germer pour donner un nouvel individu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, la tige de la cerise, c'est le pédoncule floral. C'est cette partie-là, en fait, la tige de la cerise. C'est bon, Justine?
Ok. Alors, on continue. Donc là, c'est la dernière partie. Hein. Donc Alix, on va éviter d'utiliser toutes tes données 4G. Donc là, la dispersion des graines. Donc elle se fait de différentes façons. Le vent, donc là aussi, hein, le vent, l'eau, pour la noix de coco par exemple, c'est l'eau qui dissémine les graines. Donc, je vous ai noté, ça c'est aussi du cours. Les graines qui germent au pied de la plante mère entrent en concurrence avec elle pour la lumière et les éléments nutritifs. Leur dispersion est donc nécessaire. Le transport des graines peut se faire par le vent, donc pissenlit, l'érable, l'eau pour les cocotiers et bien sûr les animaux. Même nous, hein, nous disséminons des graines, donc par nos excréments. Bon après ça passe par un système d'épuration de l'eau, donc c'est pas forcément hyper efficace. Mais si nous vivions entièrement dans la nature, ce serait le cas. D'accord. Donc les animaux en général, c'est soit par les excréments, soit lorsqu'ils recrachent en fait, parce qu'il n'est tout simplement pas comestible. Et en l'occurrence, c'est souvent la graine. Donc là, pareil, je vous ai mis une vidéo. Donc c'est la suite hein, de l'autre. Donc je vous la lance. Chez le pissenlit, ce sont les fameuses aigrettes au bas desquelles les semences se sont suspendues. Les fruits du bec de grue développent d'étranges appendices. Chez l'impatience, ce sont des capsules. Mais toutes les plantes, y compris la violette, portent en elles leur descendance. Comme les animaux. Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Les cigognos s'y préparent. Les plantes sont confrontées au même problème. Les jeunes doivent partir quand ils sont mûrs. Le pissenlit Chez le pissenlit, les semences se sont suspendues. Les fruits du bec de grue développent d'étranges appendices. Chez l'impatience, ce sont des capsules. Mais toutes les plantes, y compris la violette, portent en elles leur descendance. Comme les animaux. Le pissenlit les disperse au vent. Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Le bec de grue, lui, mise sur sa propre force. C'est une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Dès qu'il touche le sol. Les cigognos s'y préparent. Les plantes. Alors, j'ai eu un petit souci. Donc là, ça c'est la première vidéo que je vous ai montrée, elle a été coupée, et là il y a la suite. Ok, donc je vous montre maintenant la suite. Hop. Voilà. Le pissenlit les disperse au vent. Le bec de grue, lui, mise sur sa propre force. Ses fruits, aux appendices en spirale, se mettent en branle dès qu'ils touchent le sol. Quand celui-ci est humide, la spirale se déroule. La semence, située à la pointe, avance. Et par temps de pluie, la semence finit par se planter elle-même. Ainsi, l'humidité est un moteur dans le règne végétal.
Mais il y a d'autres moyens. Un berger australien, par exemple. Les fruits de bardane se fixent dans ses poils et se propagent au rythme du chien. À l'extérieur des crochets, à l'intérieur des semences. Et grâce à la jeune femme, la propagation gagne encore quelques mètres. Le fruit de la violette procède comme par magie. Les semences ont brusquement disparu. Au ralenti, on peut voir leur éjection. Elles sont pressées des deux côtés, puis tout bonnement expulsées. Les fruits du concombre sauvage ressemblent à de petites bombes. Ce n'est pas par hasard que le caméraman place une plaque de verre devant son objectif. Il fait preuve d'une précaution extrême pour dégager la vue sur les fruits de concombre. Mais ça ne suffit pas. Il vise toujours les lunettes. À la moindre secousse, le concombre se détache du pied. La sève se projette à 10 mètres à la ronde, en emportant les semences. La célèbre impatience réagit au moindre contact. Au ralenti, voilà ce que ça donne. Le déclencheur est une goutte d'eau. La capsule explose d'un coup et catapulte les semences. À quelques mètres seulement. Et c'est une terre nouvelle pour la prochaine génération. Au jeu de la vie, les plantes s'en sortent étonnamment bien. Et elles sont encore loin d'avoir abattu toutes leurs cartes. Le pissenlit. Alors, donc vous avez pu voir différentes stratégies de dissémination des graines hein, par ces plantes. Vous voyez que c'est très diversifié et que finalement c'est quand même assez fascinant de voir ces différentes façons de disséminer les plantes. Bah, en fait, au niveau de l'impatience, le fruit, enfin la paroi du fruit est du coup hyper sensible. Et alors là, après exactement pourquoi d'un coup les tissus cèdent, je sais pas, mais ça doit être vraiment tendu à l'extrême. Il doit y avoir juste quelques petites cellules qui tiennent le tout. Et à la moindre pression, ben, du coup, tout éclate. Oui, Alix, je vous mettrai tout ça. Alors là, je vous ai juste mis des extraits, hein, d'accord, qui concernent uniquement ce qu'on doit traiter dans le cours. Après, là, j'ai coupé directement dans le PowerPoint, mais du coup, les vidéos que je vais vous mettre sur Moodle,
ça va être l'intégralité. Donc il y a des choses qui ne concernent pas le cours. Après, moi, pour moi, c'est la culture générale et il y a des choses que vous allez voir, c'est assez fascinant. Par exemple, la cuscute, qui est une plante parasite, et ben, vous allez voir, en fait, elle a une façon assez impressionnante de trouver son hôte. Donc voilà, c'est dans la vidéo. Après, il y a les comparaisons avec les hommes, sur les relations sexuelles avec les hommes, c'est un peu limite. Mais voilà, c'est vraiment cette vidéo s'appelle La force cachée des plantes et enfin, il y a des choses vraiment impressionnantes à l'intérieur. Donc je vous laisserai regarder ça sur Moodle. Ok? On peut passer à la suite ou vous avez des questions? Ah, le live, je sais pas. J'ai pas enregistré et je sais pas comment. Peut-être que Aurélien, tu peux me dire si je peux le refaire diffuser, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Bon, de toute façon, je vous mets tout le cours, enfin le PowerPoint, il sera sur Moodle. Les vidéos seront sur Moodle. Donc après, normalement avec le cours qui est intégré, Ok, ah bah nickel. Donc si j'arrive à trouver où c'est, je vais pouvoir le rediffuser. Mais du coup, je peux extraire la vidéo et mettre. Est-ce que je peux la mettre sur Moodle ou parce que ceux qui, par exemple, je sais pas qui n'est pas là, hein, j'ai pas suivi là dans les. Ok, ça marche. Donc je mettrai en public. Mais pour les 3 personnes qui ne sont pas là, est-ce que du coup il y a moyen de mettre cette vidéo sur Moodle ou alors peut-être juste le lien et. Ou en tout cas, bon, je verrai. Alors on continue. Donc la dispersion des semences. Donc là, il y a de nouveau, on va voir un exemple de coévolution pour la dispersion des graines. Donc c'est le document 3, page 107 de votre livre. Donc on vous dit ici que les fruits contenant les graines sont transportés à une distance plus ou moins grande de la plante mère par différents agents. Ce transport assure une dispersion des graines et par là même de la descendance, ce qui permet de peupler et coloniser le milieu. La dispersion des graines met souvent en jeu une collaboration plante-animal-disséminateur, résultat d'une coévolution ou d'une coadaptation si les relations ne sont pas spécifiques. Alors la griffe-draine, c'est l'oiseau que vous voyez là, est le disséminateur le plus efficace des fruits du gui. L'oiseau mange les baies, digère la pulpe du fruit et libère dans ses excréments les graines entourées d'une substance collante et prête à germer. Si les graines tombent sur la branche d'un hôte, elles adhèrent à l'écorce et je rappelle que le gui c'est une plante parasite. On en voit souvent des énormes touffes dans les arbres, dans les grands arbres, on peut voir le gui. Et donc les fruits du gui sont mûrs en hiver. À cette saison, les oiseaux n'ont que peu de nourriture disponible. Ainsi, on voit que le cycle du gui est en phase avec celui des oiseaux. Donc là, vous voyez que le gui a une adaptation particulière. Son cycle fait que c'est pendant l'hiver que les fruits sont mûrs, alors que pour la plupart des végétaux, ok Aurélien, je viens de voir. C'est pas grave, je mettrai le lien du coup. Donc, oui, donc je disais, d'habitude les fruits, vous les voyez en ce moment, enfin, là, les principaux fruits et légumes qu'on peut. La diversité augmente pendant la période estivale. Alors que pour le gui, bah, ça va être en hiver, tout simplement parce que l'oiseau qui dissémine principalement ce fruit
enfin plutôt la graine que le fruit, puisque le fruit il le consomme, eh bien il va chercher, il va être amené à se diriger vers cette ressource nutritive en hiver parce qu'il n'y a pas grand chose à manger. Donc voilà encore un exemple de coévolution entre plantes et animal. Sauf que là c'est dans le cas de la dispersion des graines. Donc je vous ai mis pour le cours, les animaux peuvent transporter les graines accrochées à leur pelage ou plumage. D'autres consomment les fruits, en général charnus, odorants et riches en réserves nutritives, et rejettent les graines en crachant ou dans leurs excréments. Là encore, la collaboration entre l'animal disséminateur et la plante est le résultat d'une coévolution. En exemple, l'animal apprend à reconnaître le fruit charnu. Donc souvent il y a un odorat important et le goût est intéressant et est riche en nutriments. Donc les avantages pour la plante, eh bien, la dispersion des graines assure la pérennité de l'espèce et la colonisation du milieu. Et pour l'animal, c'est une ressource nutritive. Voilà, donc là on a fini par rapport à la reproduction. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bizarre, ça me paraît hyper long entre la diapo là et ce que moi je vois sur mon portable. Vous m'entendez? Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'adaptation de la reproduction à la vie fixée? Donc l'idée principale de ça, hein, pour la reproduction, c'est que bon, il y a une organisation qui est la même pour toutes les plantes à fleurs au niveau de l'appareil reproducteur, hein, c'est la fleur en général avec l'organisation en verticille, avec sépales, pétales, étamines et carpelles. Ensuite, eh bien, il faut une pollinisation, donc là, soit par le vent, mais c'est surtout par les animaux. Donc
il y a une collaboration plante-animal. Et souvent, on peut voir une coévolution entre animal pollinisateur et une plante en question. Ensuite, la transformation de la fleur en fruit avec la transformation de l'ovaire en fruit, enfin la paroi de l'ovaire qui devient la paroi du fruit et les ovules qui deviennent les graines. Et ensuite, il faut une dissémination de la graine pour pouvoir coloniser le milieu, puisque la plante est fixée, hein, donc elle ne peut pas se déplacer, donc il va falloir disséminer les graines. Et donc là, il y a encore une fois, très souvent, l'intervention des animaux. Donc une collaboration plante-animal. Et encore une fois, on peut voir quelques exemples de coévolution. C'est bon pour tout le monde ? Ok, alors, donc là, la dernière partie, donc grand 4, c'est une adaptation aux agressions et aux variations du milieu. Donc celle-là, je ne vais pas la faire maintenant, hein. Vous voyez que ce qui était prévu normalement, c'était des ateliers par groupe. Donc là, je vais vous donner tous les documents pour chaque atelier. Alors, c'est pas énorme, hein. C'est pas aussi conséquent que les ateliers que vous aviez fait sur la diversification du vivant. C'est juste des exemples en fait de types d'agression qu'une plante peut avoir et du coup les adaptations qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution et qui permettent justement de se défendre. Donc je vais vous donner tout ça sur Moodle, vous allez les travailler, vous allez étudier les docs. Il y a un logiciel, soit vous n'arrivez pas à le télécharger, c'est un très vieux logiciel, hein. Je ne sais pas de quand il date, mais à mon avis, je n'étais pas née. Enfin, si, peut-être quand même. Mais voilà, c'est un très vieux logiciel, donc ne vous étonnez pas que pour le lien de téléchargement, il y a une disquette qui tourne. C'est vraiment très kitsch. Mais après, voilà, il vous permet quand même de voir des petites choses sur l'adaptation à la sécheresse. Et si jamais vous n'arrivez pas à installer ce petit logiciel, eh bien dans ce cas, j'essaierai de refaire un cours en ligne et je vous le montrerai du coup en direct. Ok. Mais le reste, c'est uniquement des documents sur papier ou alors une partie de la vidéo que je vous ai montré là, la force cachée des plantes. Il y a une partie de cette vidéo qui en fait correspond à une des adaptations, enfin un exemple. Donc celle-là, vous pourrez la regarder. De toute façon, je vous donne la vidéo entière. Donc si vous regardez la vidéo entière, de toute façon, vous verrez cette partie-là. Et donc on reparlera de ça au prochain cours. Ok. Donc voilà, donc si vous n'avez plus de questions, bien je vais vous laisser. J'espère que ça va chez vous, que vous ne stressez pas trop pour le bac. On attend avec impatience les directives que normalement le ministre doit annoncer à la fin de la semaine. Alors on entend un peu tout, hein, donc on ne sait pas si ça va être du contrôle continu un petit peu ou 100%. Donc bon, on verra. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, dans tous les cas on sera bienveillant. Par contre, le truc qui doit vous stresser le plus là maintenant, c'est Parcoursup, hein. Donc je vous rappelle, vous validez vos vœux ce soir. Et vous transmettez ce message à l'ensemble de la classe, même si les SI, je les connais pas, je les ai pas moi en tant qu'élève. Je suis quand même leur professeur principal, donc vous transférez cette information. Là, les vœux ils doivent être validés ce soir. Parce que là, ça va vraiment, vraiment être urgent. C'est bon pour tout le monde ?
Ok. Juste une précision, donc pour la fin du cours, je vais vous donner une base de schéma bilan que vous pourrez compléter. Donc c'est un schéma qu'il faudra savoir faire, hein, pour une synthèse. Donc c'est un schéma qu'il faut savoir refaire. Donc on verra ça la fois prochaine. Eh bien, je vais vous laisser. Bonne journée. Et puis, bon courage pour le travail. Et si vous avez un peu de temps, ben, allez, sortez un petit peu quand même et prenez des fleurs dans la nature et regardez un petit peu, essayez de les disséquer même à main levée, hein. Vous enlevez d'abord les sépales, ensuite les pétales, les étamines. Regardez un petit peu comment c'est autour de vous. Et puis ça va vous changer un petit peu les idées, ça va vous faire prendre l'air. Et voir des belles couleurs, ça fait du bien au moral. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.